Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Le Pacifique Nord, la Colombie-Britannique. Entre l'île de Vancouver et le continent, le détroit de Georgie. Sur une période de 2 ans, ce décor splendide sera le théâtre de découvertes macabres. 7 pieds humains, désarticulés, tous chaussés de souliers de course. La police et les scientifiques ne seront pas au bout de leur peine pour élucider ce mystère qui captera l'attention de la presse internationale. Le 20 août 2007, une jeune fille et sa famille sont en visite en Colombie-Britannique. En marchant sur une plage de la toute petite île de Jedediah, elle voit une chaussure de course et la ramasse. Elle tire sur la chaussette qui est à l'intérieur et découvre, stupéfaite, qu'elle contient un pied. Sa famille communique immédiatement avec la police. Dans ces régions côtières, la protection civile est assurée par la Gendarmerie royale du Canada, qui traite ces cas comme toute autre affaire suspecte. Annie Linteau est porte-parole de la GRC. Évidemment, on arrive sur les lieux, on fait appel au laboratoire d'identité judiciaire qui se rendent sur les lieux, qui font un examen des lieux. On a fait appel à notre escouade cynophile, puis nos enquêteurs ont aussi fait des recherches le long du rivage, parlaient des témoins, etc. Mais les policiers ne trouvent ni un autre pied, ni le corps d'une victime, qui pourrait les aider à comprendre comment ce pied a échoué là. Moins d'une semaine plus tard, à une 50aine de kilomètres au sud, sur l'île de Gabriola, un couple marche en bordure de l'océan. Ils remarquent une chaussure de course dont le lacet est noué. En la retournant, ils aperçoivent un os qui sort de la chaussure. Ils appellent aussitôt la police. En conférence de presse, la GRC révèle le peu de renseignements qu'elle possède, c'est-à-dire les endroits où les 2 pieds droits ont été trouvés et que ce sont des chaussures d'homme, pointure 12. Selon la GRC, les probabilités de trouver ainsi 2 pieds de la même taille sont infimes. La police invite le public à lui communiquer toute information pouvant être pertinente à cette affaire. Les médias s'emparent de l'histoire et éveillent l'imagination du public. Les questions pleuvent de tous côtés. À qui appartiennent ces pieds? Dans quelles circonstances se sont-ils retrouvés sur ces îles? Comment ont-ils été séparés du reste du cadavre? Sont-ils liés à un seul événement, comme un accident d'avion ou de bateau? Ou pire encore, s'agit-il de victimes de crimes dont les corps ont été découpés et jetés à l'eau? On a reçu à peu près une 12aine d'appels, mais c'était surtout des théories par rapport à ce qu'ils pensent qui se passe. Les gens semblent avoir un peu une fascination morbide à savoir la provenance de ces pieds-là. La première chose qu'on doit faire, c'est vraiment identifier la victime. Puis ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, l'identification va nous montrer un petit peu plus si oui ou non on doit poursuivre une enquête criminelle. La GRC remet les 2 pieds droits et les chaussures au bureau du coroner de la Colombie-Britannique. Le bureau a des responsabilités différentes de celles de la police et cherche par divers moyens scientifiques de soutirer le maximum d'informations de ces mystérieux pieds. Le rôle de la police, c'est de rechercher des crimes. Elle est à l'affût d'activités criminelles. Elle enquête sur des événements possiblement criminels. Le rôle du bureau du coroner est d'enquêter sur les faits. Il nous appartient d'identifier les cadavres, de déterminer quand et où ils sont décédés, comment et par quels moyens, et nous devons rendre un verdict.
mort naturelle, suicide, mort accidentelle, homicide ou indéterminé. Par exemple, si vous n'avez qu'un pied, pourquoi n'y a-t-il qu'un pied? Dans un tel cas, le pathologiste peut parfois aider en déterminant s'il y a eu un traumatisme, si le pied a été découpé et séparé du reste du corps. Lorsqu'un pied est retrouvé dans une chaussure, sur une plage, nous savons dès le départ que nous ne savons pas grand-chose. C'est le pourquoi de l'enquête. À partir de là, nous ferons appel à divers spécialistes. Un anthropologue pourrait peut-être s'avérer très utile. Il y a peut-être aussi des bestioles dans la chaussette. Alors un entomologiste est la personne qu'il nous faut. La vitesse à laquelle un corps se décompose est reliée au type d'organisme qui s'y attaque. Le coroner fait appel au service de la professeure Gail Anderson, qui fait de la recherche sur la décomposition humaine. Je travaille en entomologie médico-légale depuis plus de 20 ans. J'ai toujours pu démontrer aux policiers comment le genre de recherche que je fais s'intègre bien à une enquête pour homicide. Mais ils posaient toujours la même question. Qu'arrive-t-il si le corps est dans l'eau? C'était vraiment frustrant de ne pouvoir répondre à cette question. Nous avons donc commencé à examiner des carcasses d'animaux en eau douce d'abord, et maintenant en milieu marin. Nous avons toujours utilisé des carcasses de cochons pour nos recherches. Elles se prêtent bien à l'étude de la décomposition humaine. En termes de grosseur, les cochons ont à peu près la même taille qu'un torse humain, là où on peut constater la décomposition, soit au visage, à la tête et dans la région abdominale. Alors, avec un cochon de la bonne dimension, nous pouvons travailler. Ce que je recherche lorsque j'observe des corps submergés, ce sont les animaux qui s'en nourrissent. Sur la terre ferme, je note le temps que mettent les insectes à coloniser un corps, ce qui me sert de critère pour déterminer depuis combien de temps une personne est morte. Dans l'eau, j'essaie de faire la même chose. À cette différence que ce sont les arthropodes, leurs cousins, que j'observe, les crabes, les crevettes et autres animaux du même genre. Il nous arrive de trouver des corps dans un état presque squelettique et pourtant, nous savons qu'ils ont séjourné dans l'eau seulement quelques jours. Ça, c'est un défi majeur que nous pose la mer. Sur la terre ferme, on peut dire la recherche effectuée à cet endroit va être semblable à telle recherche effectuée à tel autre endroit parce que les lieux sont semblables avec les mêmes conditions météo, etc. En mer, quelques mètres de distance, c'est un autre monde. Lors d'expériences faites en eau peu profonde, j'ai découvert que les carcasses se décomposant sur le roc étaient bien différentes de celles sur le sable. Le bureau du coroner a aussi recours au service d'un spécialiste de l'ADN pour les aider dans cette étrange affaire. Une fois l'autopsie terminée, on recueille un échantillon d'ADN, lequel est envoyé en laboratoire. Il se peut que plusieurs analyses soient requises pour générer un profil. Et encore, l'échantillon ne constitue pas une garantie de résultat. Établir un profil génétique à partir de restes humains en décomposition représente tout un défi. Les enquêteurs font appel au département des sciences médico-légales du BC Institute of Technology. L'humidité peut être extrêmement dommageable à l'ADN parce qu'elle favorise la croissance des microbes, des bactéries et des moisissures. Les enzymes sécrétées par ces organismes détruisent l'ADN et rendent l'échantillon inutilisable. Dans le processus de décomposition, les tissus mous se détériorent en premier lieu, ce qui entraîne la détérioration de l'ADN. Alors, dans les cas épineux, nous recherchons les tissus fermes, durs, parce qu'ils durent plus longtemps et, par conséquent, protègent l'ADN qu'ils contiennent. Si les résultats sont nuls la première fois, nous recommençons. Parfois, nous prélevons un autre échantillon plus important de l'os. L'ADN ne se détériore pas de façon uniforme à travers le corps. Certains os peuvent ne plus avoir aucune trace d'ADN, alors que d'autres peuvent en contenir encore. Pendant que les spécialistes examinent les pieds pour y trouver des indices pouvant conduire à leur origine, la GRC passe en revue les événements connus qui auraient pu causer la mort des victimes dans l'eau. Elle étudie tous les accidents survenus au cours des dernières années sur la côte sud de la Colombie-Britannique. Mais également, on a regardé tous les incidents, comme est-ce qu'il y a des bateaux qui ont peut-être coulé, est-ce qu'il y a peut-être des avions qui ont tombé. Un des incidents en particulier, c'est qu'en 2005, il y a eu un avion à l'île Quadra qui avait tombé, puis on présume qu'ils ont peut-être été mortes. Puis
On les a jamais retrouvés. En 2005, un accident d'avion à l'île Quadra a entraîné la disparition de 5 hommes. Un matin brumeux comme les autres, 5 hommes sont montés à bord d'un hydravion à Campbell River, à destination d'un chantier forestier du nord de la province. Ils ne sont jamais arrivés à destination. Pendant 2 jours, la police, aidée de volontaires, a effectué des recherches par bateau et par hélicoptère. Le 3e jour, le corps d'un des passagers a été retrouvé sur l'île Quadra. Plus de 5 mois se sont écoulés lorsque l'hydravion est repéré par 240 mètres de profondeur près de l'île Quadra. Malheureusement, les corps du pilote et des 3 autres passagers n'étaient pas à bord de l'épave. 2 ans après l'accident de l'île Quadra, lorsque des pieds sont retrouvés à une centaine de kilomètres de là, l'espoir renaît chez les familles des disparus. Peut-être ces pieds appartiennent-ils à un des leurs. Elles fournissent des échantillons d'ADN des victimes à la GRC, en espérant des résultats positifs des comparaisons des profils génétiques. Dans votre profil génétique, nous trouvons une connexion avec votre père ou votre mère. Telle connexion avec votre frère ou sœur est statistiquement possible, mais pas nécessairement avérée. Il est donc beaucoup plus hasardeux d'utiliser cette méthode, surtout si vous avez seulement un frère ou une sœur. Si vous en avez plusieurs, c'est un peu mieux, car on peut alors réunir toute l'information. Les analyses d'ADN démontreront-elles que les pieds découverts aux îles Jedediah et Gabriola appartiennent aux victimes de l'écrasement? En août 2007, 2 pieds d'hommes chaussés de souliers de course sont découverts sur les rives de 2 îles du détroit de Géorgie, en Colombie-Britannique. 50 km séparent les îles où se font les macabres découvertes. La GRC et le bureau du coroner collaborent à l'enquête et ils ont recours à plusieurs experts. À peine 5 mois plus tard, le 8 février 2008, sur l'île Valdez, 2 travailleurs forestiers font la sinistre découverte d'un autre pied droit, enfoui dans une chaussure de course. L'île Valdez est à une dizaine de kilomètres de l'île Gabriola, où le 2e pied a été trouvé. Cela fait 3 pieds droits d'hommes découverts en moins de 6 mois. Après la découverte du 2e, c'était un peu C'était curieux, c'était peut-être une coïncidence, mais après le 3e, c'était vraiment curieux, puis c'était un petit peu bizarre. Alors, on a commencé à ce moment-là d'avoir une réponse policière qui était un petit peu plus intégrée. Nous trouvons fréquemment des parties de corps humains. Je veux dire par là que cela ne nous étonne pas. Cela compte pour environ 60% des cas à l'unité dont je suis responsable. Non, nous trouvons souvent des corps amputés, mutilés. Mais ces pieds, ces chaussures, ont été trouvés en un si court laps de temps. Le public veut savoir à qui appartiennent ces pieds. Les spéculations vont bon train. Appartiennent-ils aux victimes de l'écrasement d'avion de l'île Quadra ou à des victimes de circonstances bien différentes? Le coroner constate que les pieds ne présentent aucune trace de traumatisme. De plus, les autopsies démontrent que les pieds n'ont pas été coupés du reste du corps. Comment alors se sont-ils détachés? Il est tout à fait normal que les parties du corps se séparent lors de la décomposition. En premier lieu par la disparition de la chair qui sert de liant, puis par la destruction du cartilage ayant comme conséquence la désarticulation complète du corps. Si l'une ou l'autre de ces parties était reliée à quelque chose ayant la particularité de flotter, comme par exemple un soulier de course, il serait tout à fait normal que ce membre fasse surface, tout comme un corps gonflé échoue sur la rive, poussé par les courants et marées. Dans la foulée de cette importante découverte, les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour trouver quand et comment les victimes se sont retrouvées à l'eau. Mais l'eau agit sur la décomposition des corps de plusieurs façons. Il est certain que la température de l'eau influence la décomposition du corps.
En général, la température de l'eau est beaucoup plus fraîche dans la région de Vancouver, où elle se maintient à environ 9 degrés Celsius. L'eau froide ralentissant l'action bactérienne, la décomposition du corps est ralentie d'autant. Les souliers de course jouent un rôle important dans la découverte des pieds. Les semelles de caoutchouc aident à maintenir les pieds à flot, en plus de les protéger contre les oiseaux et les rayons ultraviolets du soleil. Une fois le joint disparu, le pied désarticulé peut potentiellement remonter à la surface. Surtout si le pied est enfoui dans un soulier de course léger. On connaît tous la tendance des dernières années voulant des chaussures de course de plus en plus légères. Donc, il est possible que le pied ainsi protégé remonte à la surface. Si la chaussure est suffisamment légère, elle va flotter pour toujours. Comme les pieds sont dans un état de décomposition avancé, il est probable qu'ils aient passé beaucoup de temps dans l'eau. Étant donné l'état de décomposition des pieds, sera-t-il possible de prélever des échantillons d'ADN qui n'ont pas été contaminés? Au fur et à mesure que la technologie devient plus sensible, il devient de plus en plus facile de contaminer cet échantillon. Toute personne qui touche cet os, par exemple, peut le contaminer avec un autre échantillon en le touchant, en soufflant dessus ou en éternuant. Obtenir l'ADN de ces échantillons prend beaucoup de temps à cause de l'emphase que nous mettons à contrôler la contamination. Il y a plus d'une façon de nettoyer des échantillons. On peut les poncer, les rincer à l'eau avec de l'éthanol. Ici, nous les exposons à une intense lumière ultraviolette avant de les pulvériser. L'eau de Javel est aussi un moyen économique et efficace de décontamination. On peut ainsi éliminer l'ADN inutile. L'obtention d'échantillons d'ADN est au cœur même de l'enquête. Une fois que la victime va être identifiée, on va être en mesure de voir les antécédents de cette victime-là, à savoir est-ce que la personne était partie pêcher, est-ce que la personne était sur un bateau, est-ce qu'elle aurait peut-être tombé dans l'eau, ou est-ce que la personne était peut-être impliquée dans le crime organisé, est-ce que la personne était impliquée dans une gang, etc. Il appartient au bureau du coroner de déterminer si la mort est attribuable à des causes naturelles, à un suicide ou à un homicide. Dans un cas tel celui des mystérieux pieds, cela représente un défi énorme. Ce n'est pas seulement s'en remettre à l'avis du pathologiste, mais aussi à ce que la scène vous dit, à ce que l'histoire a révélé. Nous sommes au fait de beaucoup d'accidents, écrasements d'avions, accidents de bateaux. Nous sommes au fait de beaucoup de personnes disparues, que nous traitons en priorité. Il est toujours possible qu'une personne ait été emportée par les courants ou d'une autre façon de l'endroit où les pieds ont été retrouvés. Le nombre élevé de personnes qui se suicident est un facteur important à considérer dans la résolution de ce mystère. Vancouver est situé le long du fleuve Fraser et plusieurs ponts l'enjambent. Au cours des ans, bien des gens ont choisi de mettre fin à leur jour en sautant de l'un de ces ponts. On se demande s'il y a un lien entre ces pieds et les hommes portés disparus dans la région du Grand Vancouver. Plusieurs d'entre eux sont disparus dans l'eau ou près de l'eau. S'agirait-il du cas de John Caller? Son camion a été retrouvé près du lac Stave, un affluent du fleuve Fraser. Le moteur tournait. La radio et les essuie-glaces étaient en marche, la portière était ouverte et son téléphone cellulaire était dans le camion. Dans le courant de notre enquête, on a revisé toutes les filières de personnes disparues dans la province, puis on les a priorisées. Puis ces filières-là ont été données à des enquêteurs, puis pour essayer de voir un petit peu si on pouvait avoir des indices supplémentaires. Mais le mystère des pieds désarticulés demeure complet. À la recherche d'indices, les enquêteurs comparent la preuve qu'ils ont en main à la banque de données de personnes disparues. Un autre défi de taille.
Je peux vous donner une idée de la complexité de cette affaire. Lorsqu'un pied échoue sur la rive, il faut comprendre qu'il y a à peu près 200 lots de restes humains non identifiés au bureau du coroner de la province. Nous ne connaissons pas leur identité. Et il y a environ 2000 personnes disparues seulement en Colombie-Britannique. Il s'agit donc d'apparier 200 non identifiés à 2000 personnes disparues. On n'a pas encore terminé les analyses d'ADN. Alors, lorsque vous ajoutez un seul os ou un seul pied trouvé à ce fouillis, c'est tout un problème à résoudre. Les comparaisons pourraient prendre des mois, voire des années. Le travail des enquêteurs sera-t-il récompensé par des résultats positifs? En l'espace de 6 mois, 3 pieds droits désarticulés, appartenant à des hommes, ont été trouvés à l'intérieur de chaussures de course sur 3 îles situées dans le détroit de Georgie, en Colombie-Britannique. Les théories abondent. Ces pieds appartiennent-ils à des victimes de suicide, d'accidents de bateau? Certains croient que les pieds appartiennent à des victimes d'un écrasement d'avion qui a eu lieu 2 ans auparavant près de l'île Quadra. Depuis, on a découvert que l'avion ne contenait aucun des passagers. Les ceintures de sécurité n'étaient pas bouclées, ce qui laisse supposer que les victimes se sont échappées avant le contact avec l'eau. Le seul espoir qui reste aux familles des disparus réside dans les résultats des analyses d'ADN. Les os des pieds ont été nettoyés. On peut maintenant en extraire l'ADN pour obtenir les profils génétiques. La procédure d'analyse de l'ADN est à la hauteur de la technologie disponible. C'est tout de même un procédé laborieux que de l'obtenir d'un échantillon d'os. Il faut pulvériser l'échantillon avec soin, presque lui donner la consistance d'une farine, afin de maximiser l'accès au reste d'ADN contenu dans l'échantillon. Nous utilisons un broyeur cryogénique. Nous plaçons l'échantillon dans une chambre stérile, scellée, équipée de lames d'acier, laquelle sera plongée dans l'azote liquide. Il s'agit de refroidir l'échantillon au point de fragilisation pour pouvoir en faire la réduction mécanique. L'échantillon étant prêt pour l'analyse, nous effectuons un examen visant à détecter la présence d'ADN humain. Si le résultat est positif, nous enchaînons en utilisant la technique de réaction en chaîne par polymérase qui permet l'amplification d'une séquence d'ADN. C'est ce que nous appelons un électroferrogramme, plus simplement, un profil génétique. Cela se traduit par une série de pics colorés sur une feuille de papier, lesquels, comme je disais, peuvent être transposés en série de nombres. Outre les restes humains, les souliers de course sont les seuls éléments de preuve. Que peuvent découvrir les enquêteurs à partir de ces chaussures? Donc, on a fait des recherches auprès des manufacturiers de chaussures, à savoir où est-ce que les chaussures avaient été fabriquées, où est-ce que les chaussures avaient été distribuées, puis à quelle date, afin d'essayer de savoir un petit peu la période où est-ce que les victimes auraient peut-être disparu. Étonnant ce que des chaussures peuvent révéler. Par exemple, leur date de fabrication. Cela vous donne une période de temps où concentrer vos recherches pour des personnes disparues. Autre chose, les pointures, les chaussures pour hommes, les chaussures pour femmes, même si ce n'est pas un moyen absolument sûr pour déterminer le sexe, mais les chaussures fournissent beaucoup d'informations qui s'avèrent précieuses parce qu'elles apportent des indices importants quant au profil de la personne que vous croyez morte. Les enquêteurs ont remis les numéros d'identification trouvés dans les chaussures aux manufacturiers, qui ont pu alors leur dire où elles avaient été fabriquées et vendues. 2 des chaussures avaient été vendues en Amérique du Nord, alors que l'autre avait été vendue en Inde. Cette information est cruciale pour les enquêteurs. Le long processus d'obtention des profils génétiques des 3 pieds est terminé. Mais cela ne constitue que la première étape de l'identification. Une fois le profil génétique obtenu,
Tout ce que vous avez comme information, c'est le sexe de la personne. Si vous n'avez rien à quoi le comparer, c'est inutile. La prochaine étape consiste donc à trouver un objet de comparaison. Le bureau du coroner entreprend la révision et la comparaison de centaines de fichiers de personnes disparues, en utilisant des critères tels le lieu et la date de disparition, le sexe des victimes et les dates de fabrication des chaussures. À partir de ces résultats, il crée une liste de personnes à qui les pieds pourraient appartenir. Il demande aux familles de ces personnes de fournir des échantillons d'ADN qu'il pourra ensuite utiliser pour comparaison au profil génétique des restes. Cet objet de comparaison pourrait être la banque donnée des échantillons analysés, des échantillons que les enquêteurs ont obtenus des membres des familles, ou encore se rendre au domicile des personnes disparues et récupérer leur brosse à dents ou leur rasoir pour nous procurer une source d'échantillons d'ADN. Ceci afin de pouvoir procéder à des comparaisons. Nous possédons des banques de données qui nous permettent de filtrer un grand nombre de profils. Cependant, c'est un expert qui va examiner les profils, faire les calculs statistiques et produire une expertise pour savoir s'il s'agit ou non de la personne que vous présumez être la personne décédée. Pendant que Dean Hildebrand compare les profils génétiques à la banque de données d'ADN, une autre découverte vient s'ajouter au mystère. Le 22 mai 2008, un homme promène son chien sur une plage de l'île Kirkland, près de l'aéroport de Vancouver. L'île Kirkland est une petite île inhabitée du bassin du fleuve Fraser. Elle se situe à un peu plus de 40 km de l'île Valdez, où a eu lieu la troisième découverte 3 mois plus tôt. Une chaussure de course avec une chaussette à l'intérieur attire l'attention de son chien. L'homme regarde dans la chaussette et fait ainsi la découverte d'un pied humain. C'est le 4e pied droit en 9 mois. Toutefois, c'est le premier pied féminin. Le fait que ce sont tous des pieds droits est-il une coïncidence? Les hypothèses se multiplient. Les théories les plus fantastiques et les plus diverses commencent à circuler. Un tueur en série qui laisse derrière lui des pieds droits en guise de signature est-il à l'œuvre? Ces pieds appartiennent-ils à des victimes de noyade dans l'océan Pacifique? Proviennent-ils des victimes de l'écrasement de l'île Quadra? Ou appartiennent-ils aux milliers de personnes disparues de la Colombie-Britannique? L'étude comparative des profils génétiques va-t-elle répondre à ces questions? Croissant de pieds désarticulés nichés dans des chaussures de course ont été trouvés dans le détroit de Georgie, en Colombie-Britannique. Les découvertes mystifient le public et déconcertent les autorités. Les familles des victimes d'un écrasement d'avion et celles des personnes portées disparues attendent avec impatience les résultats des comparaisons génétiques de la banque de données avec les pieds désarticulés. Si la victime féminine a vécu en Colombie-Britannique pendant un certain temps, les chances de l'identifier sont meilleures que pour les victimes masculines, grâce au travail de la BC Cancer Agency. Ce qui se rapproche le plus d'une banque de données d'échantillons d'ADN, c'est la BC Cancer Agency, qui conserve les frottis du test de Papa-Nicolau pour cette partie de la population qui se soumet à ce pap test. Nous avons par le passé utilisé ces frottis pour identifier des restes humains squelettiques et beaucoup d'enquêteurs, et il y en a de plus en plus, connaissent maintenant l'existence de cette source d'identification. Ces échantillons médicaux couvrent la moitié de notre population. Mais aucun des tests de Papa-Nicolau ne mène à l'identification du pied féminin. Le 16 juin 2008, un couple est en promenade sur l'île Westham, dans la municipalité de Delta, en banlieue de Vancouver. Il fait la découverte du 5e pied en moins d'1 an. L'île est située à environ 1 km d'où la dernière découverte a eu lieu. Le pied appartient à un homme, tout comme 3 des pieds retrouvés, mais c'est le tout premier pied gauche. C'était vraiment étrange, seulement des pieds droits. En fait, cela a presque été un soulagement lorsqu'on a trouvé un pied gauche. D'un point de vue scientifique, à l'heure actuelle, je ne crois pas que l'on puisse supposer que les pieds droits possèdent des caractéristiques différentes des pieds gauches. C'est simplement comment le hasard a fait les choses.
Puisqu'une des chaussures a été vendue en Inde, l'endroit d'où proviennent ces pieds et comment ils se sont retrouvés dans le détroit de Géorgie constitue un problème complexe. Les spécialistes de l'océanographie sont mis à contribution pour aider les enquêteurs à résoudre le mystère. Le professeur Richard Dewey a sa propre théorie. Nous ne croyons pas que les pieds échoués sur nos rives soient venus de la pleine mer. Les dynamiques océanographiques ne supportent pas cette hypothèse. Nous pouvons donc resserrer l'enquête et la ramener à une enquête locale. Le détroit de Géorgie est bien séparé de l'océan et les courants superficiels où ces pieds auraient circulé se déplacent vers le Pacifique. Donc, il est peu probable que ces pieds soient venus d'ailleurs. Nous croyons qu'ils sont d'ici. Mais le fait de savoir que les pieds proviennent de la région n'aide pas énormément les enquêteurs. Le fleuve Fraser est long de 1375 km et le détroit de Géorgie a une superficie de 6800 km², soit plus de 12 fois la superficie de l'île de Montréal. C'est un immense territoire à couvrir. Le détroit de Géorgie est un très grand plan d'eau. Plusieurs courants y circulent simultanément. L'influence des marées y est très présente. Le débit du fleuve Fraser dans le détroit de Géorgie est important et a aussi un effet considérable sur le courant superficiel. Cette masse d'eau douce qui coule dans le détroit de Géorgie agit sur les courants. Cet apport d'eau du fleuve Fraser accentue les courants dans le bassin et pourrait faire en sorte que des objets y flottent durant des semaines, voire des mois, et contribuer à la dispersion de ces objets. Avec un territoire d'enquête aussi vaste, déterminer la provenance exacte de ces pieds relève presque de l'impossible. Le nombre de scénarios plausibles est tellement élevé que les enquêteurs ne peuvent pas resserrer les recherches. On peut s'étonner de ce que ces pieds soient trouvés sur des plages un peu partout, mais en réalité, si vous lanciez des copeaux à l'eau, le même phénomène se produirait et on les retrouverait éventuellement un peu partout. Les résultats d'ADN arrivent enfin. Malheureusement, les profils génétiques de tous les pieds ne concordent ni avec les échantillons d'ADN fournis par les familles des victimes de l'écrasement d'avion, ni avec les profils génétiques des personnes portées disparues en Colombie-Britannique. Les spécialistes ont réussi à faire un appariement cependant, mais pas celui auquel on s'attendait. Les 3e et 5e pieds appartiennent au même homme. Curieusement, ces pieds ont été retrouvés un peu partout dans le détroit de Géorgie et les découvertes se sont échelonnées sur une longue période de temps. Et puis, encore plus curieux, les 2 pieds du même corps ont été trouvés à des endroits différents et à des mois d'intervalle. Les pieds font surface à des semaines ou à quelques jours d'intervalle. Selon le moment où ils font surface, ils sont entraînés par des courants bien spécifiques. Les vents aussi peuvent être différents. Ils peuvent souffler fort ou être quasi nuls, en fonction de la saison, par exemple. Mais même si tous les pieds faisaient surface à peu près en même temps, la complexité des courants du détroit est tellement grande que les pieds seraient quand même dispersés et éparpillés pendant des jours, voire des semaines. Le vent pose des objets, des choses sur les rivages. Sous l'action combinée des vagues et du vent, les épaves finissent par échouer sur les rives. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que les pieds d'un même corps aient été retrouvés sur des rivages éloignés l'un de l'autre et à plusieurs mois d'intervalle. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi le reste des corps des 4 victimes n'ont jamais été retrouvés. Gail Anderson étudie la question de près à l'aide de la technologie de recherche la plus innovatrice qui soit, c'est-à-dire celle de l'Observatoire océanographique Vénus. J'effectue mon travail de recherche dans l'océan. Mon gros problème est l'accessibilité à mon lieu de travail. Il me faut des caméras, des plongeurs et des bateaux. Financièrement, c'est limitant, mais il y a aussi les aspects de sécurité à considérer. Je ne peux déposer des carcasses à de très grandes profondeurs si ce sont des humains qui vont les placer, et le temps passé sous l'eau est aussi limité, comme le nombre de fois où ils peuvent plonger. Vénus a éliminé tous ces problèmes. Je peux contrôler la caméra qui est au fond de l'océan, de mon portable, où que je sois dans le monde. Richard Dewey est directeur adjoint du projet Vénus à l'Université de Victoria. Fondamentalement, l'observatoire est constitué d'une station riveraine qui fournit énergie et communication aux composantes sous-marines. C'est ce que nous appelons un nœud. Et le nœud est un noyau sous-marin, si vous voulez.
Nous y branchons des instruments qui nous renvoient la connexion Ethernet à la station riveraine. Le câble sous-marin et le nœud constituent l'infrastructure permanente sise au fond de l'océan. Nous y branchons de l'équipement qui relaie l'information sur Internet et ici à l'université où nous entrons les données dans le système. Nos scientifiques couvrent les domaines de l'océan, de l'océanographie, de la géologie marine. Ils sont normalement associés à la recherche marine. Cependant, après l'ouverture de l'observatoire, la nouvelle s'est vite répandue que nous avions la capacité de transmettre les données recueillies via Internet. Des scientifiques hors du domaine des recherches marines ont communiqué avec nous. Gail Anderson, chercheur médico-légal, s'est jointe à nous et nombre de scientifiques en informatique et en génie comme tels ont manifesté leur intérêt. La professeure Anderson mène des expériences sur des carcasses de cochons. Les cochons sont des répliques idéales des humains. Ils sont omnivores, très peu poilus et pratiquement de la même taille qu'un torse humain. Ma première expérience avec Vénus, la carcasse par 100 mètres de fond. Le deuxième jour, un requin arrache un gros morceau de chair. Ce trou est devenu le principal champ d'activité. Les crabes, les crevettes, tout y était. La deuxième carcasse en était à sa deuxième semaine de décomposition quand un requin est venu la visiter. Toute l'activité était concentrée dans la région des viscères, là où la décomposition était la plus intense due aux bactéries. Puis de gros crabes se sont frayés un chemin dans les viscères et les plus petits animaux ont suivi. Une troisième carcasse a été placée dans des eaux beaucoup plus profondes. Troisième carcasse. Le niveau d'oxygène était très bas et les gros animaux comme les crabes ne pouvaient atteindre la carcasse. Elle est restée intacte pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le niveau d'oxygène augmente. Les carcasses ayant séjourné dans l'eau par 100 mètres de fond étaient à peu près complètement dépouillées de tout tissu mou après 21-23 jours. Cela a pris beaucoup plus de temps en eau moins profonde. Cependant, pour voir les os complètement séparés sans aucun cartilage, il a fallu compter entre 40 et 43 jours. Donc, il est fort probable que, quelle que soit la profondeur où les corps des victimes se sont retrouvés, il n'y a que leurs pieds protégés par les chaussures qui auraient pu résister à l'assaut des innombrables organismes vivants dans l'océan. Le 18 juin 2008, un sixième pied est trouvé à Thaï Spit, près de l'île Quadra. Le pied est remis au bureau du coroner qui détermine rapidement que c'est un faux. Un examen effectué par un pathologiste et un anthropologue médico-légal établit, et ce, au grand désespoir de la famille des victimes de l'accident d'avion, que des mauvais blagueurs ont bourré la chaussure d'une patte d'animal. Le coroner a toujours 5 pieds appartenant à 4 victimes non identifiées. Ces personnes ont-elles un lien commun? Ont-elles été victimes d'accidents ou ont-elles été la proie de meurtres sinistres? En l'espace de 10 mois, 5 pieds humains enfouis dans des chaussures de course ont été découverts sur les berges du fleuve Fraser et celles des îles du détroit de Georgie, en Colombie-Britannique. Pour la 6e fois, les familles des personnes disparues et celles des victimes de l'écrasement ont vu leurs espoirs s'anéantir. Ce qui semblait être un 6e pied n'était en fait qu'une blague cruelle. C'est très irresponsable de faire une blague comme ça. Songez à toutes les ressources d'enquête qui ont été mobilisées, le temps consacré à la recherche sur place, aux procédures engagées. Toutes ces ressources auraient pu être utilisées dans un autre cas. Vous savez, c'est vraiment décourageant pour les familles. Elles sont toujours sur le qui-vive. Dès qu'elles apprennent qu'un autre reste humain a été trouvé, elles s'attendent au coup de téléphone. Elles s'attendent au pire. Elles vivent continuellement dans l'angoisse. L'affaire continue de narguer les autorités. Les enquêteurs n'ont pu identifier aucune des victimes, ni déterminer si un crime a été commis ou non. Le 10 juillet 2008, presque un an après la découverte du premier pied, la police donne une autre conférence de presse. Elle fournit de nouveaux renseignements au public. Des photos des chaussures de course, de l'information sur le lieu et la date de leur fabrication et où elles ont été distribuées. Les médias sont devenus pour nous un précieux moyen d'enquête que nous nous faisons un devoir d'utiliser. Nous pouvons y faire circuler de l'information importante comme des caractéristiques détaillées et bien précises d'une personne
dans l'espoir que quelqu'un les reconnaîtra et fera le lien avec une personne disparue de leur entourage ou de leur famille. Les enquêteurs veulent aussi profiter de la conférence de presse pour éduquer le public et gérer ses attentes. Ils demandent à Dean Hildebrand de participer à la conférence de presse afin qu'il puisse parler des limites de l'analyse médico-légale de l'ADN. Notre ADN contient beaucoup d'informations, c'est-à-dire notre ADN révèle notre race, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux. Toute cette information est là. Cependant, l'ADN que nous ciblons en médico-légal ne nous révèle que le sexe de l'individu. Rien sur la race, la couleur des yeux, des cheveux, la taille, rien de tout cela. On travaille présentement à essayer d'obtenir l'information sur l'origine raciale de l'échantillon, un échantillon d'ADN des restes humains. Une question qui est fréquemment posée par les policiers lorsqu'ils trouvent du sang sur les lieux d'un crime est « Que pouvez-vous me dire à partir de ça ?» Nous ne savons rien de la personne qui a saigné, si ce n'est que c'est un homme ou une femme. Quant à la couleur des yeux, des cheveux, rien. L'information est là, dans le sang, mais les analyses de routine ne ciblent pas encore ces renseignements. La conférence de presse génère plus d'une douzaine de pistes. Les membres d'une famille reconnaissent la première chaussure trouvée. Ils croient qu'elle appartient à l'un des leurs. Plein d'espoir, ils communiquent avec la police. C'est ainsi que les enquêteurs font une importante découverte. Ils nous ont donné un profil d'ADN, puis ce profil-là nous a permis d'identifier le premier pied comme étant le pied d'une personne qui avait été disparue dans la région de métro de Vancouver. Cette personne-là, l'information qu'on avait à ce moment-là, c'était que la personne était émotionnellement instable. Nous avons identifié une personne, ce qui a été très important pour la famille. Important pour nous aussi parce que cela nous a permis de mieux comprendre les circonstances entourant ce décès. Le 21 octobre 2008, deux kayakistes découvrent un corps flottant sur les eaux du lac Stave. C'est le corps de John Caller, disparu non loin de là, près d'un an plus tôt. Ses pieds sont intacts. Puis, le 11 novembre 2008, alors qu'ils marchent le long du fleuve Fraser, près du village de Finslow, un couple trouve une chaussure de course de couleur blanche et bleue. La chaussure, de pointure 7, contient un pied gauche féminin. Le bureau du coroner apparie éventuellement ce sixième pied au quatrième pied trouvé 6 mois auparavant sur l'île Kirkland, située de l'autre côté du fleuve Fraser. Cette découverte résume à ce jour l'affaire à 6 pieds appartenant à 4 personnes. Chaque année, entre 7500 et 7700 cas sont rapportés au bureau du coroner. À la fin de l'année, il ne nous reste qu'entre 5 et 10 cas où nous travaillons encore à trouver l'identité des disparus. De tous les cas rapportés depuis aussi loin que les années 60, il ne nous reste que 200 cas de restes humains non identifiés. Tant et aussi longtemps que ces restes humains n'auront pas été identifiés, nous poursuivrons l'enquête. Et vous savez, je crois que les familles doivent être confiantes que nous mettons tout en œuvre. Nous utilisons les anciennes et nouvelles technologies pour améliorer les profils en espérant que tous ces efforts seront couronnés de succès. Le 27 octobre 2009, 2 hommes marchant le long du fleuve Fraser, à quelques kilomètres en amont des lieux où les 3 derniers pieds ont été découverts, en trouvent un autre. C'est le 7e pied découvert en 2 ans dans les eaux riveraines de la Colombie-Britannique. L'enquête se poursuit. Ces enquêtes-là ne seront pas fermées tant et aussi longtemps que les victimes ne seront pas identifiées. Alors, ça pourrait rester ouvert à tout jamais. Une chose est certaine, c'est qu'avant ces incidents-là, je pense que souvent, les gens retrouvaient ou voyaient des chaussures le long des plages. Puis, la plupart des gens continuaient à marcher. Maintenant, je pense, ça inclut moi-même, je pense que
Si jamais maintenant on marche le long d'une plage, le long d'un rivage, puis qu'on voit un soulier, on va probablement s'arrêter puis regarder à l'intérieur. Grâce à l'eau, l'histoire des pieds désarticulés demeure une énigme. Mais un jour, sûrement, on trouvera une piste, un indice, une technologie qui saura élucider ce mystère.